à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de La Pile, l'épisode qui récapitule ce que j'ai lu pendant le mois de septembre. Alors je m'excuse d'abord pour la lumière, c'est un peu bizarre aujourd'hui, il fait extrêmement sombre et pourtant je tourne actuellement, il doit être 9h. Ouais, il est 8h55, il fait super sombre, donc j'ai essayé de faire un petit peu des trucs avec la lumière. Je suis désolée si ça rend pas forcément très bien, je m'en excuse, je suis aussi en plein déménagement, donc c'est un petit peu compliqué en ce moment pour moi de donner quelque chose d'un petit peu sympa. Cette édition de La Pile sera très complète, il y a plein de choses aujourd'hui, on va parler vraiment de plein de trucs différents. Et on commence tout de suite avec le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, The Hero of Ages de Brandon Sanderson. Le héros des âges, d'ailleurs, je crois que c'est en français. Pour une fois, ils n'ont pas fait une traduction trop foireuse. Le troisième tome de la saga Mistborn. Livre que j'ai énormément apprécié. J'ai beaucoup apprécié les deux premiers livres de cette trilogie. Autant celui-ci fera vraiment partie de mes favoris de l'année. Les deux premiers, pas forcément, celui-ci, oui, complètement. J'ai pas trop en parler parce que, encore une fois, j'ai pas envie de vous spoiler pour ceux qui n'ont pas lu les deux premiers livres, mais pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans cette saga, nous vivons dans un monde dans un monde fantasy du coup, où un empereur tout-puissant et omniscient surveille un petit peu tout le monde. C'est très marxiste comme truc, t'as d'un côté les riches et d'un côté les pauvres qui s'appellent des Ska. Et dans ces deux mondes, en fait, il y a des personnes qui ont des pouvoirs qui s'appellent des allomanciens, on va dire des allomancers. Et ces allomancers ont la capacité d'utiliser des métaux, c'est-à-dire qu'en fait, ils boivent des métaux, donc ils les mettent dans un petit peu d'eau, ils boivent des fioles de métaux et ils peuvent les utiliser. Certains peuvent n'en utiliser qu'un seul, comme par exemple, le fer te permet d'être plus fort, et certains peuvent tous les utiliser. Il y a 12 métaux, si je me souviens bien, dans ce monde. Certains peuvent utiliser les 12 métaux, et ces personnes qui peuvent utiliser les 12 métaux s'appellent des Mistborn, donc. Et nous y suivons Vin, qui est une jeune femme, ça s'appelle Vin, enfin ça s'écrit Vin, c'est assez rigolo. Vin, qui est une jeune Ska, qui se trouve être une Mistborn. Et elle se retrouve en fait à travailler avec un personnage qui s'appelle Kelsier. Et Kelsier est un brigand, un vagabond, qui veut détruire l'empereur et donc renverser un petit peu ce côté les riches versus les pauvres pour plus ou moins prendre le pouvoir, mais aussi pour donner une certaine justice, on va dire, aux Ska qui n'ont même pas le droit d'avoir des commerces. Ce sont des personnes qui sont extrêmement opprimées. C'est un livre du coup. Alors du coup, le héros des âges, on est passé vraiment à beaucoup d'autres choses. Ça va beaucoup plus loin dans ce qui se passe du coup, donc je vais pas spoiler. Tout ce que je dirais, c'est que c'est un des livres qui m'a le plus touchée cette année. C'est très rare que je me mette à pleurer véritablement devant un livre. Ça m'arrive que j'ai la larme à l'œil. Là, j'ai vraiment fermé le livre en larmes. Voilà. Après, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, donc je comprends que ce puisse être un petit peu étrange de dire ça, genre ouais, tu pleures devant un livre. Mais ce bouquin m'a énormément touchée parce qu'il a une fin extrêmement amère. Même pas douce amère, juste amère. C'est une fin qui est extrêmement violente. Pas au point de vue il y a des effusions de sang, mais émotionnellement très violente. Je m'attendais pas forcément à un happy ending non plus, parce que je veux dire, ça reste de la fantaisie. Et mine de rien, en fantaisie, il n'y a pas forcément très souvent des fins très heureuses, ou en tout cas grandiloquentes. Ça reste quand même une des fins les plus surprenantes que j'ai pu lire dans un livre du genre. Encore une fois, j'y connais pas grand chose en fantasy, très honnêtement, j'ai lu Game of Thrones, Lord of the Rings et point barre quoi en gros. C'est très surprenant, c'est très bien écrit. Franchement, alors je pense que j'enfonce des portes ouvertes en disant qu'il faut lire du Brandon Sanderson parce que vraiment, c'est la première trilogie, les premiers livres que je lis de lui, et c'est fantastique. Voilà, donc je recommande la saga Mistborn. Vraiment, c'est un super trilogie. En plus, c'est des bouquins qui sont quand même, ça fait ton pesant de poisson, quoi. Vraiment, super bouquin que je vous recommande pour l'univers qui est décrit, pour les personnages qui sont extrêmement réalistes, auxquels on s'attache vraiment, même ceux qui sont pas forcément très sympas. Pour l'univers, le côté pouvoir des Allomancers qui est hyper développé et très simple à suivre en même temps. Et bien sûr, pour la fin, qui est une des conclusions les plus inattendues et les plus belles que j'ai pu lire récemment. Il faut entendre du bruit, c'est Déana qui joue avec un mille-pattes. Ils s'amusent comme ils peuvent. Donc voilà, The Hero of Ages, le héros des âges. Nous passons au deuxième livre que j'ai pu lire ce mois-ci, avec The Algebraist. L'Algébriste, toujours une très bonne traduction de Iain M. Banks. Regardez-moi cette couverture comme elle est sublime.
Nous y suivons donc Facine Tak, qui est un jeune homme qui a dédié sa vie au fait d'aller rencontrer des aliens qui vivent sur une planète voisine de la sienne et qui possèdent une banque de connaissances absolument dingue. C'est des aliens qui sont très très âgés, qui sont là depuis très très longtemps et qui seront là bien après nous tous d'ailleurs, et qui ont des connaissances absolument dingues sur l'univers, le monde, la poésie, la littérature, tout ce que vous voulez. Donc son métier, c'est d'aller voir ces aliens et d'échanger, on va dire, du savoir, des informations. Et il se trouve qu'un jour, ce bon Facine Tak tombe sur des informations qui pourraient sauver son système solaire, parce que son système solaire se trouve être attaqué par ce qu'ils appellent des Beyonders, donc des extérieurs, on va dire, qui vont attaquer son système solaire parce que, voilà, ils aiment bien conquérir des nouveaux univers. Et lui, donc, a peut-être trouvé le moyen de sauver son système solaire à l'aide, du coup, des aliens avec qui il travaille dans sa vie de tous les jours. C'est un livre qui est assez compliqué. Compliqué à rentrer dedans. Alors ça peut être une critique qu'on peut faire un peu pour tous les I.N.M. Banks, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, le cycle de la culture, c'est un cycle où chaque livre parle de quelque chose de différent, mais toujours avec des thèmes qui sont communs. C'est du space opéra, ça parle souvent de politique, ça parle souvent de trahison, ça parle souvent des liens avec les autres, de vie extraterrestre, de comment deux espèces ou plus peuvent vivre en communauté. C'est toujours un petit peu les mêmes thèmes, mais toujours travaillés de manière différente. Et du coup, comme on change à chaque fois d'univers, on n'est pas souvent dans les mêmes... on n'est pas souvent dans les mêmes systèmes solaires, on n'est pas dans les mêmes époques. Donc, en fait, comme on replonge chaque fois dans quelque chose de différent, on a toujours tendance à vouloir trouver des espèces de passages, on va dire, entre les livres. Et ça peut mettre un petit peu de temps à se lancer dedans. Passer les 100 premières pages, en règle générale, on rentre dedans. C'est le cas pour ce livre aussi. Effectivement, c'est difficile parce que en fait, souvent, il te lance complètement in medias res, quoi. C'est-à-dire que tu vois un mec et tu commences à le suivre, tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas qui c'est, tu sais pas pourquoi tu le suis, mais tu le suis et tu te démerdes, en gros. C'est un peu le cas pour ce bouquin-là. C'est pas le meilleur, je trouve, de I.N.M. Banks, parce que de toute façon, je crois qu'il a écrit plus de 30 bouquins, si on compte plus que la science-fiction qu'il a écrit, donc c'est pas... Voilà, tu peux pas être parfait partout. Mais j'ai beaucoup apprécié son commentaire sur, déjà, la longévité des espèces. Comment est-ce que le fait qu'une espèce qui vit des millions d'années voit la vie par rapport à des espèces comme nous, qui vivons un grand maximum 100 ans et encore. Donc ça, c'était très intéressant. Toute la discussion sur, au final, qu'est-ce qui est futile ou pas? Est-ce que le fait de se battre contre quelque chose qui est inéluctable, est-ce que c'est utile? Voilà, cette discussion sur la guerre, sur la philosophie, sur la politique. Très intéressant, c'est toujours des questions qui sont extrêmement bien amenées dans du I.N.M. Banks. Et c'est toujours agréable de voir à quel point il arrive à rafraîchir ces mêmes thèmes continuellement et à en faire quelque chose de toujours nouveau. C'est absolument fascinant. Comme je disais, un peu long à se mettre en place aussi. Je pense que ça vient de ça aussi. C'est non seulement long à se mettre en place, mais il y a énormément de personnages dès le début. En général, dans Banks, on suit une personne qui a assez peu de connexion. Là, on suit... Je crois que j'avais compté à un moment donné 12 personnages plus ou moins en même temps, ou alors c'est des personnages qui vont travailler de très près avec notre personnage principal qui est Facine Tak. Donc ça peut être un petit peu compliqué à suivre. Voilà, c'est une histoire qui est complexe, mais le développement de l'histoire se fait relativement bien une fois qu'on passe les 100 premières pages. Donc, je recommande celui-ci. Honnêtement, j'ai passé un très bon moment avec. Pas le meilleur, mais tout de même un passage obligatoire pour moi. I.N.M. Banks, pour moi, voilà, quand on... J'aime pas trop dire, il faut absolument lire ceci, il faut absolument lire cela. Mais I.N.M. Banks, quand on aime le space opéra, ça reste un des grands du genre, et franchement, je vous le recommande. On passe maintenant à L'Exilé, premier tome de la saga Bienvenue sur Terre de mon cher ami Maël Sargel. Si vous ne savez pas, j'ai pu participer il y a quelques temps déjà à une émission qui s'appelle Les Découvrateurs, qui est animée par un très grand homme appelé Thomas. Dans ces Découvrateurs, j'ai pu passer en même temps que ce cher Maël Sargel, qui est un ami youtubeur qui fait beaucoup de choses, et qui se trouve aussi être un auteur. Et j'ai enfin craqué et acheté le premier tome de sa saga Bienvenue sur Terre. Un bouquin assez sympa par ailleurs. Hop, voilà. Nous y suivons une jeune femme qui s'appelle Okina Unmei, qui vit sur une planète qui s'appelle Ioku, excuse-moi Maëlle. Ioku, c'est une planète, on va dire, jumelle de la Terre, qui est une planète complètement utopique où voilà, la maladie a plus ou moins été éradiquée, la famine n'existe pas, patati patata, toutes ces belles choses. Sauf qu'il y a toujours des gens qui habitent sur Terre, et que la Terre, c'est plus ou moins le némésis de Ioku. La pollution a explosé, la population
vit dans des situations absolument extrêmes. Et du coup, cette chère Okina est envoyée sur Terre après avoir été accusée du meurtre de sa meilleure amie. Et nous la suivons pendant qu'elle essaye de survivre, on va dire, hein, sur cette Terre absolument post-apo et dystopique et tout ce qui s'ensuit et tout ce qui va bien. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur Instagram. C'est un livre qui est assez intéressant pour ces thèmes. Le post-apo et la dystopie, c'est deux thèmes que j'aime beaucoup et qui sont des grands sujets en SF. Il y a quelques petits soucis avec l'écriture, notamment une histoire qui va hyper vite. Le bouquin fait 340 pages. En 340 pages, on a la place... Enfin, il y a assez d'idées pour en faire une trilogie, en gros. C'est un bouquin qui est extrêmement rythmé, mais du coup, j'ai eu l'impression en fait, qu'on perdait un petit peu certains moments. On perd en intensité, on perd en sensibilité finalement sur certains moments, parce qu'il y a des choses qui auraient pu être des moments mais absolument waouh, quoi, vraiment qui te posent des grands thèmes et des grands questionnements, et on passe un petit peu trop vite dessus, ce qui est un petit peu dommage. Mais c'est un bouquin qui est toujours très intéressant et j'ai envie de lire la suite. La seule chose qui m'a vraiment dérangée en plus du rythme, c'est le fait qu'il y ait des grosses inspirations qui se voient beaucoup. L'inspiration Hunger Games est très présente et c'est quelque chose qui a tendance à me déranger un petit peu. Alors c'est pas grave, clairement, on n'en est pas non plus, on va pas en mourir, mais il y a cette grosse inspiration Hunger Games qui a tendance à me gêner un petit peu. Voilà, c'est pas grave, c'est rien de fou, mais voilà, bienvenue sur Terre, Maëlle Sargel. Je vous recommande d'aller checker son site, je vous mettrai dans la barre d'infos le site où vous pouvez acheter son bouquin. Franchement, malgré tout ça, ça me donne vraiment envie de lire la suite parce que ça se finit sur un énorme cliffhanger et j'ai très envie de voir ce qui se passe après. Je viens de me rendre compte que j'ai lu quelque chose entre The Algebraist et The Hero Ages, c'est The Forever War de Joe Haldeman. Je n'ai aucune idée de comment ça se dit, j'ai toujours pas regardé comment ça se disait. The Forever War. Déjà, je vais faire un petit disclaimer, t'as vu? Quand j'en ai parlé sur Instagram, j'avais osé dire que ça me faisait penser au Vieil Homme et la Guerre de Home Man's War de John Scalzi. Je me suis fait un petit peu rentrer dedans par certaines personnes sur Instagram me disant que oui, mais c'était The Forever War qui avait été là en premier. Je sais, j'ai lu The Home Man's War avant et du coup, en lisant celui-là, j'ai pu voir des similitudes. Je sais pertinemment que c'est celui-là qui est sorti en premier, mais voilà. Après... Finalement, comme j'ai déjà dit, je lis assez peu de SF militaire. Pourquoi? Parce que déjà, la première SF militaire que j'ai lue, c'était Ender's Game, et j'avais pas du tout aimé ce bouquin. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, je l'ai relu il y a pas longtemps, j'ai pas du tout aimé. Et du coup, je pense que ça m'a un petit peu bloqué. Et maintenant, chaque fois que je lis un livre de SF militaire, je me dis toujours « Oh, mais c'est super bien, en fait !» Parce que j'étais tellement bloquée avec The Ender's Game. Bref, c'est pas le sujet. Dans ce livre, nous suivons un jeune homme appelé William Mandela qui est envoyé pour participer à une guerre plus ou moins intergalactique, interstellaire entre les hommes et une autre race extraterrestre qui, un peu comme dit Home Man's War, du coup, en fait, ils se battent pour avoir le contrôle de systèmes solaires ou de planètes, ou peu importe. C'est un livre qui est super intéressant, surtout pour sa date d'écriture. Elle a été écrite en pleine guerre du Vietnam. Les parallèles avec la guerre du Vietnam sont absolument horribles et super bien amenés. Les soldats qui ont l'impression de ne pas savoir ce qu'ils foutent là, les jeunes personnes là, qui on arrache à leurs rêves et à leur carrière pour envoyer à la guerre, le retour à la vie civile qui est absolument difficile parce que personne ne les comprend, allié avec le fait que dans ce livre il y a un truc qui est très intéressant et qui est très bien foutu, c'est la distanciation avec le temps, c'est-à-dire que comme tu bouges de système solaire en système solaire par des espèces de portails, on va dire, temporels, et ben en fait tu reviens sur une planète, tu protèges une planète que tu ne connais plus, tu protèges une société, une civilisation, des personnes que tu ne connais pas. Et il y a vraiment ce vrai problème de « mais pourquoi je me bats ?» Et cette question-là, elle est super bien amenée dans ce bouquin. C'est un bouquin qui est assez court en plus, il fait quoi, 250 pages, même pas? Et en 250 pages, t'as une réflexion sur la vapidité de la guerre, l'impact sur son économie, c'est-à-dire que la guerre, c'est non seulement quelque chose qui te sert à, honnêtement, hein, réduire ta population, mais aussi à faire fonctionner ton économie. Si la guerre s'arrête, ton économie s'effondre. La réflexion sur le lien que tu as avec d'autres soldats, et tu sais très bien que tu ne veux pas te lier à eux parce qu'ils vont tous mourir et toi aussi. La trahison, le côté corrompu de l'armée, très très bien foutu, très très bien écrit, très dur aussi. Il y a vraiment eu des passages où j'ai posé le bouquin et je me suis posée à 5 minutes en me disant « Ok, d'accord, là je pose, je fais une petite pause, je prends une tisane et je reviens après. » Pas nécessairement parce qu'ils sont violents,
La violence physique est présente, mais c'est pas forcément ça qui est le plus choquant, c'est la violence psychologique dans laquelle, notamment, du coup, le personnage William Mandela, auquel il est confronté. Il y a des passages qui sont extrêmement durs, donc je ne le conseille pas forcément à tout le monde. Si vous êtes un petit peu sensible, si vous avez des petites sensibilités comme ça, la violence psychologique, petit trigger warning, parce que ça peut être un peu compliqué à lire, mais c'est honnêtement un des très beaux livres que j'ai lu cette année. C'est très violent et très poétique, et rien que pour ce mélange-là, franchement, un très très grand bouquin à lire. De toute façon, les SF Masterworks, je crois que j'ai été déçue qu'une seule fois pour l'instant, et je dois en avoir une petite vingtaine. Celui-là, très très beau bouquin. Et j'aime beaucoup la couverture aussi, ils font toujours des couvertures très sympas chez SF Masterworks. Voilà, très sympa, très très sympathique. On se lance maintenant dans un bouquin qui était absolument partout il y a 6 mois sur Instagram. Et du coup, il fallait que je lise pour faire comme tout le monde, parce que je suis un mouton, n'est-ce pas? Dark Matter de Blake Crouch. Premièrement, cette couverture est absolument sublime. Dans ce livre, nous suivons un jeune homme qui s'appelle Jason Dessen, enfin un jeune homme, oui, il a une petite trentaine d'années, c'est jeune, qui est un physicien à l'université, voilà, il a sa petite vie, il a sa femme, il a son fils, tout va bien. Et un soir, en rentrant d'un bar où il a vu un ami, il se fait enlever. Et il se réveille dans un hangar, avec des personnes qui le reconnaissent, mais lui ne les reconnaît pas. Qu'est-ce à dire que ceci, Arthur? Interprète! Qu'est-ce à dire que ceci? Ce livre se base en fait sur l'idée de superposition quantique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'idée que, en fait, à chaque fois que chaque personne prend une décision, c'est-à-dire, ce matin, j'avais le choix entre mettre un t-shirt blanc et un t-shirt noir. Dans une dimension parallèle, il y a moi qui a mis le t-shirt blanc, moi qui a mis le t-shirt noir, mais aussi moi qui a mis un t-shirt rose, violet, etc., etc. Toutes ces branches existent simultanément en même temps, et du coup, ça se base sur l'idée de multivers. Une idée qui est absolument fascinante et une des idées qui personnellement moi me fascine le plus en physique et en sciences en règle générale, une idée sur laquelle je lis beaucoup à côté, donc avoir un livre qui est presque plus un thriller que de la science-fiction, en parler, j'ai trouvé ça absolument génial. C'est un livre que j'ai lu en 24 heures, tellement il est... J'arrive pas à faire avec cette main-là. Ah, voilà, ça marche mieux que la main gauche. C'est marrant parce que je suis droitière en plus. Un livre qui a un rythme de malade. On n'a pas le temps de se poser avec ce bouquin. On n'a pas un moment donné où les personnages se posent et se disent « Bon, alors qu'est-ce que je fais ?» Non, ça y va, c'est direct, c'est ultra punchy. Ce qui peut être aussi un problème, un peu comme le livre de Miles Sargel, où finalement, des fois, tu as besoin que tes personnages se posent et se disent « Alors, maintenant, je vais prendre une décision et elle va être réfléchie. » Je dis pas que les personnages prennent des décisions qui sont irréfléchies, je dis juste que parfois, se poser dans un livre, ça peut être bénéfique. Et là, on n'a pas ça. Aussi, il y a quelque chose, j'avais montré sur Instagram, je crois, qui m'avait un petit peu... Ah, voilà. Qui m'avait un petit peu gênée. C'était ce côté... comme c'est un personnage qui parle à la première personne, on a ce côté... il m'injecte quelque chose dans la jambe. Tac, tac, tac. Voilà. C'est que des petites phrases comme ça qui sont un peu lancées en... Je vais prendre un bain. C'était chaud. C'était cool. Voilà. C'était vraiment des petites phrases comme ça, ce qui participe au rythme du livre, mais ce qui, du coup, le rend peut-être un petit peu moins agréable à lire par moment. Je sais pas trop. En tout cas... un très bon bouquin si jamais vous n'êtes pas fan de SF. Alors, si vous n'êtes pas fan de SF, je ne sais pas pourquoi vous regarderiez quelqu'un qui vous parle d'une pile de bouquins de SF, mais c'est pas grave. Si vous connaissez quelqu'un qui a envie de se lancer dans la SF, mais qui a peur de se retrouver confronté à, je sais pas moi, des concepts de space opéra ou qui n'aime pas les extraterrestres ou peu importe, ce bouquin-là est parfait pour ça parce que c'est un mélange de noir et de thriller et de science-fiction. Très très bon bouquin, très rythmé, très intéressant, avec des concepts, voilà, comme je disais, de superposition quantique qui sont ultra intéressants, très faciles à lire, voilà, très facile à rentrer dedans. Donc vraiment, Dark Matter de Blake Crouch, à lire, franchement à lire. Et on se lance dans le dernier bouquin. Quand j'ai commandé ma sélection il y a presque 3 mois maintenant, parce que ça fait peut-être 3 mois ouais, que je l'ai acheté celle-là, j'avais pas du tout prévu que Dune sortirait à ce moment-là. Honnêtement, j'y avais pas du tout pensé, je sais même pas si on avait encore la date à l'époque. Du coup, j'ai lu Chapter House Dune de Frank Herbert, le 6e tome de la saga Dune, du coup, et le dernier livre sorti par Frank Herbert sur cette saga. Voilà, c'était pas prévu que je lise Dune le mois où sort Dune, du coup vous aurez des Dunes absolument partout sur ma chaîne, c'est fantastique, tout le monde est content. Dans ce livre, qui est le 6e tome de la saga Dune, nous y suivons des membres du Bene Gesserit qui se battent contre un autre groupe de femmes au pouvoir qui s'appelle les Honored Mattresses en anglais, donc les femmes honorées peut-être, j'en ai absolument aucune idée, je l'ai lu en français il y a plus de 10 ans, donc c'est pour vous dire à quel point ça remonte.
Du coup, il y a une bataille pour le pouvoir entre ces deux factions-là, alors que le Bene Gesserit tente de recréer Arrakis, on va dire, sur la planète du chapitre, la planète où est le centre des Bene Gesserit. C'est un livre qui est extrêmement politique. Honnêtement, c'est que des manigances politiques sur fond de space opéra. Hein. Très clairement, c'est ce que c'est. C'est ce qu'est devenu Dune après God Emperor, après le 4e. Le 5e et le 6e, c'est ça. C'est des manigances politiques. On va essayer de faire trembler l'autre et machin, et moi j'ai raison et elles ont tort et tout ça. Il n'y a pas ce côté grandiose qu'avaient les 4 premiers livres. Là, on suit l'après-élu, l'après-Sentier d'Or. Et qu'est-ce que le Sentier d'Or, en fait, a fait pour l'humanité, au final. Très intéressant. Très, très intéressant. Hyper facile à lire. Je crois que c'est le premier Dune, vraiment, où je me dis « Oh oui, tiens, ça rentre, nickel !» Alors que les autres, des fois, tu te dis un peu « Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et c'est qui, machin ?» Pour une fois, on suit relativement peu de personnages. Très intéressant aussi, alors je sais pas si Frank Herbert était juif, mais il y a un gros truc avec la religion juive dans ce livre. Une grosse réflexion sur voilà, la religion juive et les préceptes de la religion juive. Je suis pas normalement très pour inclure de la religion, enfin, entre guillemets, nos religions à nous dans de la SF. C'est fait avec intelligence ici, donc ça m'a pas forcément trop gênée. J'ai beaucoup apprécié ce livre. C'est une conclusion qui est... Bon, pas voulu, certes, parce que Frank Herbert voulait continuer après ce livre, mais c'est pour conclure le cycle, c'est une jolie manière de le faire, avec la renaissance d'une Arrakis, la renaissance d'une Dune. Même si c'est pas voulu, ça reste une jolie fin de cycle et une jolie conclusion. Donc vraiment, si vous n'avez lu que Dune, on va dire Dune, Messiah et Children, poussez bien sûr à God Emperor parce qu'il est génial, poussez à Heretic et poussez à Chapter House parce que les discussions philosophiques et politiques qui sont dans ce bouquin sont étrangement super actuelles alors qu'il est sorti dans les années 80. C'est ultra actuel. Est-ce que ça veut dire qu'on est resté sur une même base politique depuis 40 ans? C'est bizarre de dire que les années 80 c'était il y a 40 ans, mais c'était il y a 40 ans. Ou est-ce que ça veut dire qu'on fait un cycle à ce niveau-là et que les mêmes choses se répètent? D'ailleurs, la toute première phrase de ce livre, c'est « ceux qui vont répéter le passé sont ceux qui doivent contrôler l'apprentissage de l'histoire ». Rien que la première phrase du livre te pose les bases de ce qui va se passer et de ce qui s'est passé dans les 5 autres livres précédents. Je pense que, encore une fois, j'enfonce une porte ouverte en disant que Frank Herbert est un putain de génie. Voilà tout le monde, c'était la pile de ce mois-ci, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce format vous intéresse, vous plaît, comment vous aimeriez que je le présente, que vous aimeriez que je le présente différemment. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire tout ça. Moi, je vais continuer mes cartons, je vais ranger cette bibliothèque maintenant que j'ai fait cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans l'univers. Dites-moi ce que vous avez lu ce mois-ci en commentaire. À bientôt.